Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer pour cette dernière émission de la saison, peut-être de la vie, non quand même pas. Comment vas-tu mon cher Kira? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Et puis voilà. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai joué à The Alters, que je suis en train de poncer doucement mais sûrement. C'est très très cool. À la salle de muscu? Non, pas la salle de muscu. Je soulève des haltères à la salle de muscu, mais c'est pas le même créneau horaire. Derrière, je continue Superman et Lois. J'ai fini la saison 1, donc là j'attaque la saison 2. C'est vraiment très très cool. Ça, c'est ce que j'appelle du bon Superman. Et derrière, j'ai pas fait grand chose de plus à part finir une seconde fois Star Wars Outlaws. J'ai fini le premier DLC. Et là, du coup, je suis environ à la moitié du deuxième DLC. Parce que celui-ci, il faut le faire forcément avant la fin du jeu. Après la fin du jeu. Okay. Donc là, je suis dessus, en tout cas. Pour ma part, j'ai joué uniquement à Donkey Kong Bonanza et Bravely Default, qui sera le test. Sinon, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine. Elle était très très chargée. Et puis comme on vous prépare des petites émissions spéciales que vous aurez au mois d'août, il fallait forcément charbonner un petit peu dessus, mon cher Kira. Donc voilà, c'est à peu près tout, hein. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais on peut passer au sommaire parce que l'émission sera un petit peu dense, je crois. Alors oui, cette semaine on va débriefer le Pokémon Présente, donc il y a pas mal de petites choses à dire. Juste derrière, ça sera le test de Bravely Default, donc un gros test que tu nous as concocté. Et derrière, je parlerai du film Superman. Donc un beau programme. C'est vrai que j'avoue, c'est mon programme à moi presque, parce que Pokémon Présente, je suis heureux. Bravely Default, j'adore. Donc c'est Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, donc la version Switch 2. Et Superman que j'ai beaucoup aimé et que je t'entendrai le détruire allègrement, mais Kira, avant le générique, j'allais lancer le générique là, donc j'allais me planter. Est-ce que tu peux nous faire le point réseaux sociaux, 5 étoiles, tout ça? Alors vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, j'allais dire Xbox, Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également bien sûr remplir le formulaire sur le site web latavernedugamer.fr. N'hésitez pas à mettre également 5 étoiles sur toutes les applis de podcast, un petit commentaire, comme ça nous on est contents, ça nous fait un peu de lecture, ça donne de la visibilité, puis on peut vous citer pendant les émissions. Et j'étais en train de me moucher parce que petit disclaimer, je suis pour cette dernière émission, mon pauvre Kira, très enrhumé, un petit peu d'allergie. Donc voilà, si vous m'entendez un petit peu parler du nez comme un canard, vous connaissez la raison. Mais voilà, je te propose qu'on attaque, générique. C'est parti. Et donc oui, un Pokémon Présente. D'ailleurs, je crois que c'était aussi la dernière actu de la dernière émission de l'année dernière, parce que ça arrive toujours un peu dans ces eaux-là. Dans cette période. Ouais, dans cette période. Et c'était pas voulu, avec le fait que j'ai fait Pokémon, la Ligue Indigo la semaine dernière. C'était un hasard du calendrier. Mais en tout cas, le 22 juillet, donc là on enregistre le 24, il y a eu donc le Pokémon Présente. Pokémon Présente qui, en plus... Et ils auront déjà, je pense, Kira pas dû le marketer ainsi. C'était le plus long Pokémon Présente depuis longtemps. Donc quand tu dis ça, je trouve que ça conditionne à t'attendre à des trucs de ouf. C'est clair. Voilà, j'anticipe un peu sur ce que je vais dire sur le Pokémon Présente. Mais en tout cas, il a duré 25 minutes. Et... donc un peu plus long que prévu. De commun accord avec Kira, toute la partie nouveauté sur Pokémon Go, nouveauté sur leur jeu Pokémon Café, ou je sais plus ce qu'ils disaient, Pokémon Unit, en tout cas sur leur gros jeu, et ça on commence à être habitué, Kira, leur gros jeu mobile, ils continuent de les alimenter, donc Café Remix, Unit, tout ça. Donc il y a des nouveautés, vous êtes certainement, si vous aimez ces jeux-là, vous êtes au courant, donc ça sert à rien de les mettre en avant. Par contre, il y a une nouveauté, Kira, je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai testé l'appli, ça s'appelle Pokémon Friends. Donc c'est une application D'accord. C'est bien d'en parler parce que ça montre, tu vois, le nouveau, je trouve, état d'esprit des applications mobiles, et on fera le lien avec Nintendo Today, où en fait tu te connectes une fois par jour. Donc pareil, Nintendo Today fait ça, se connecter tous les jours pour avoir des actus. Pokémon, tu sais là qu'on faisait, j'ai arrêté aussi celui où tu ouvrais des boosters, là t'avais des boosters tous les jours, je sais plus comment il s'appelait. Pokémon Pocket Snap.
Non, Pocket. Non, Snap, c'est quoi? Snap, c'est ouais, prendre des photos. Pocket, tu sais, Snap, c'est le jeu que j'aime bien. Oui, ça, c'est moi aussi, j'ai pas fait longtemps du Pokémon Pocket, je trouvais ça un peu chiant. Ouais. Et ben là, on a un jeu qui est un peu pareil, où on se donne rendez-vous tous les jours pour résoudre des mini-puzzles. Donc, c'est pas évident à décrire, c'est des petits puzzles assez simples où il faut relier des trucs. Enfin voilà, c'est un petit casse-tête, en gros, mais quotidien. C'est-à-dire qu'on peut y jouer qu'une fois par jour, donc ça donne un petit rendez-vous aussi. Pareil, ça fait écho qui ira avec l'application Pokémon Sleep, donc on va pas refaire la bague du slip, hein, mais l'application pour dormir, où en fait les applis de nos jours nous forcent à nous connecter régulièrement, quotidiennement pour faire de la rétention. Et donc il y a cette nouvelle petite appli que j'ai testée, donc c'est rigolo. En effet, il y a des petits puzzles, ça dure 5 minutes, et en fait tu récupères des pelotes de laine qui te permettent après de faire des peluches en crochet, mais automatiquement, hein, ça c'est pas un mini-jeu pour le faire. C'est assez rigolo. Après, tu décores ta chambre avec tes peluches Pokémon et tout. Donc voilà, c'est tout à fait dispensable. Il y a des micro-transactions en plus, 40 balles, j'ai vu. Ouais, pas mal. Pour avoir tes espèces de patrons, hein, c'est ça? Ouais, des trucs, j'ai même pas trop fait gaffe, mais je crois. Mais en tout cas, c'est rigolo. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'était intéressant, je trouve, à développer pour montrer cette nouvelle stratégie de rétention sur les applis. Et c'est vrai que Pokémon et Nintendo sont forts dessus. Donc il y avait une autre annonce aussi deux annonces qui m'ont fait très plaisir, Kira. Est-ce que tu te souviens de la série Réceptionniste? Oui, Pokémon la réceptionniste, en stop motion, qui était très La cool. Réceptionniste Pokémon, c'est ça. Merci, Kira. Je pense que c'est l'allergie qui me fait perdre en plus mes mots. Donc ça va être cool pour la chronique tout à l'heure, je suis ravi. C'est en effet, donc il y a la saison 2 qui arrive sur Netflix. Donc c'est ça l'annonce qui est cool. Donc je suis très content, j'avais beaucoup aimé. C'était, tu sais, un petit bonbon un peu sucré de l'été à regarder, à consommer. C'était vraiment chouette. Donc la saison 2 arrive. Autre annonce sympa, et là j'ai pensé direct à toi, Kira. Est-ce que tu peux nous parler un peu du studio Hardman, je crois qu'il s'appelle? Alors le studio Hardman, c'est un studio anglais, plus précisément je crois qu'il est londonien, où c'est eux en fait qui sont spécialisés dans la stop motion. Donc voilà, c'est Gromit, entre autres, Shaun le Mouton, tout ça c'est eux. Et c'est un studio que j'apprécie beaucoup. C'est un studio indépendant en plus, donc il n'est pas lié à un gros major. Et ils ont toujours des œuvres très anglaises, tu vois, dans l'humour, un peu décalé, dans le style un peu décalé. Et c'est un de mes studios d'animation préférés. Et donc il y a un petit teasing sur une série Pokémon avec eux, où il y avait le patron du studio Hardman qui en parlait et tout. Donc ça va être les contes de Pokémon, je crois, et les mésaventures de Pichu et un autre Pokémon. Ils ont pris 2 autres mascottes assez sympas que le traditionnel Pikachu. Donc ça promet, j'étais content, je me suis dit que ça ferait un bon truc pour toi. Et moi j'ai la réceptionniste Pokémon que j'aime beaucoup en saison 2. Donc ça, pareil, j'ai beaucoup parlé des applications mobiles, j'ai beaucoup parlé des animations, des séries animées. Donc tu vois, on a toujours cette stratégie de s'étendre au-delà du jeu vidéo un petit peu traditionnel avec le transmédia. Et aussi, pareil, ça va faire écho à quelque chose qui est déjà en place près de Tokyo, avec le parc Nintendo, enfin le parc Universal qui inclut des attractions Nintendo. C'est un parc du coup Pokémon qui arrive, qui, je cherche vite mes notes, c'est le Poképark Kanto, donc inspiré de la région des premiers jeux, et on pourra explorer des zones. Donc ça fait partie là aussi d'un autre parc, hein. C'est pas un parc dédié à Pokémon, c'est une attraction dans un autre parc où on pourra se balader dans un endroit assez naturel, bucolique et tout sympa, et voir plein de Pokémon dans leur état naturel. C'est ce qu'ils nous promettent. Et ça, je sais pas ce que t'en penses, mais ça peut être sympathique. Ça, comment dire, c'est tout ce que je veux voir dans Pokémon, en fait, justement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment les Pokémon dans leur état naturel. Et là, du coup, je me dis un petit parc. Enfin, t'imagines, t'emmènes tes gosses là-bas ou une petite balade. Enfin, ça peut être hyper sympa. Donc, plein de petits Pokémon. On n'a pas encore vu trop de détails, mais dans la nature, le parc a l'air très joli et tout. Donc, je trouve ça cool. Et là aussi, marqueur très fort pour montrer qu'ils s'extirpent un peu du jeu vidéo traditionnel, hein, si je puis dire. Ouais. Ils font vraiment du cross-média, ils étendent la marque au maximum. C'est ce qui fait que la marque fonctionne aussi bien, en fait. Ça touche tout le monde.
Ouais, et comme on l'avait dit un peu la semaine dernière ensemble, Kira, c'est la licence la plus lucrative au monde. Et pour atteindre ce niveau-là, et ben comme dans tout bon businessman, il faut pas mettre tous ses œufs pas ses yeux, tous ses œufs dans le même panier. Donc ils font du parc d'attractions, ils font de la carte, ils font des jeux mobiles, des jeux consoles, ils font voilà tout un tas de choses, et aussi des events en e-sport. En e-sport et pas que e-sport d'ailleurs, aussi les jeux de cartes traditionnels où ils ont parlé de leur tournoi. Enfin voilà, ils sont vraiment sur tous les fronts, c'est assez ouf. Et pour finir, il y a eu d'autres choses, hein, mais on va à l'essentiel parce que l'émission sera un peu longue. Un nouveau trailer et des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features sur leur jeu Pokémon Legend ZA qui arrive à la fin d'année. Donc pour rappel, il sort fin d'année, voilà, le gros Pokémon de fin d'année qui sort en 2025. Ils ont montré une nouvelle Giga Evolution ou Méga Evolution, je sais plus quel est le terme. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un Pokémon que tu adores, un de tes Pokémon préférés, c'est Dracolos avec ses petites ailes d'ange. Est-ce que tu l'as vu ? Alors j'ai vu une photo, mais je t'avoue, comme j'ai pas suivi le Pokémon direct, j'ai cru que c'était un truc fait en intelligence artificielle en fait. Alors c'est pareil, tu as un petit peu anticipé ce que j'allais dire. Parce que j'ai pas trouvé ça très, imaginatif. Toi, et moi je trouvais ça plutôt vilain, voilà. J'ai pas trouvé ça très beau. Pourtant on adore tous les Dracolos, hein. Je pense que c'est un de nos Pokémon préférés all génération, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc moi, si tu veux, c'est une méga évolution, voilà. J'étais pas incroyablement chaud bouillant pour ce jeu pour plein de raisons. Moi le côté plus urbain que Pokémon Arceus, voilà, m'enchante pas trop. Toi, je sais que t'es beaucoup plus chaud que moi, donc c'est toi qui le feras cette année, le Pokémon. Mais est-ce que t'as pu voir malgré tout le nouveau trailer ou vraiment t'es passé totalement à côté ? Non, je suis passé un petit peu à côté, parce que c'est vrai que j'ai vu que le Pokémon direct a été présenté. Je t'avoue, j'attendais pas un truc de ouf ou un truc révolutionnaire, donc j'ai fait l'impasse dessus parce que je savais que tu allais regarder. Vu que je me suis éloigné des réseaux sociaux cette semaine, j'ai rien vu passer à part 2-3 petites newsettes comme ça à droite à gauche, mais vraiment je suis totalement vierge de cette conférence. Et que de la conférence, bien sûr. Et mais en tout cas, tu anticipes ce que j'allais dire, Kira, à savoir, tu as bien fait de pas la regarder. J'ai pas eu le sentiment de perdre mon temps parce que j'aime bien malgré tout, mais j'espérais voir une nouvelle génération, donc peut-être la DJ. J'espérais voir un gros remake parce que moi, Pokémon, malgré tout, aujourd'hui, c'est très centré sur la nostalgie chez moi, malgré tout. Les derniers jeux sortis, je suis moins à fond dedans. Donc c'est pas, voilà, ça m'a pas transcendé, Kira. Là où tu connais mon enthousiasme habituel sur la saga Pokémon, les jeux Pokémon. Ouais. Là, ce Pokémon présente, j'ai plus été content de voir ce qui gravite autour de la saga que les jeux à proprement parler. Donc content du parc, content de voir les 2 séries animées parce qu'il y en a une qui me fait plaisir, il y en a une que tu vas aimer toi. Content de voir à quel point c'est puissant Pokémon aujourd'hui, mais niveau jeux vidéo. Après, je veux pas faire mon relou à rentrer, tu sais, dans les débats de la technique, les jeux sont moches, le prochain jeu Pokémon, c'est un peu du foutage de tronche, mais dans les faits, j'avoue que voilà, Switch 2, j'aurais aimé voir un jeu Pokémon un peu plus chiadé que ça, malgré tout. Je pense aussi le fait qu'on soit sur un jeu hybride entre 2 générations de Switch. Du coup, on se retrouve sur un jeu qui est quand même très proche des anciens Pokémon. À voir ce que donnera le prochain, enfin celui qui sortira peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, si là on a un vrai gap graphique. En l'état, ça ressemble à du Pokémon, ça a l'odeur du Pokémon, hein, ça a le goût du Pokémon, donc moi je suis quand même malgré tout hypé, j'ai hâte de voir. Ouais, tu es friand. Il y a qu'un truc quand même que je trouve sympa dans Pokémon ZA Legend, ça va être ce système de combat un peu plus libre, un peu à la Arceus finalement. Moi, tu sais que j'avais beaucoup aimé par contre Arceus, qui est pour moi le meilleur jeu, à mon sens évidemment, un moderne Pokémon. 3D en tout cas, et j'aime bien ce côté urbain, enfin pas urbain justement, mais où tu peux te battre un peu librement, où les Pokémon sont libres de vadrouiller dans la ville, qui est un peu typé Paris. Alors est-ce que c'est parce que je travaille à Paris que ça m'embête de voir un jeu qui ressemble à Paris? Ouais, c'est possible aussi. J'ai l'impression d'aller au taf en regardant un trailer, si tu veux, de Pokémon. Après, bon, si mon taf ressemblait à ça, ce serait très bien. Mais en tout cas, voilà, je suis moins emballé que toi. Ce Pokémon présente m'a moins emballé, mais je reste quand même malgré tout un fanboy absolu. Petite précision, Kira,
avant de terminer l'actu, ils ont annoncé un pack Pokémon Switch 2, donc Pokémon Z à Switch 2 en version des maths. Il y aura dans le pack un peu à l'image de ce qu'ils ont fait pour Mario Kart World. Est-ce que tu as vu ça aussi et qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, j'ai vu. Après, c'est juste la console avec le jeu comme Mario Kart, donc je ne prendrai pas ce pack-là. Je pense que je vais m'orienter s'il reste du pack Mario Kart ou sur une version standard, parce que déjà j'ai précommandé le jeu Switch sur le Nintendo Store pour avoir les goodies et parce que je le voudrais en boîte tout simplement. Donc tu l'as c'est pris en pour ça physique? que j'ai pris en physique et édition Switch 2. Donc c'est pour ça que je vais pas m'orienter sur ce pack-là. Si en revanche il y avait, tu vois, un petit design en plus, une édition limitée comme ma Switch Zelda, oui, là je l'aurais pris. Mais là en l'état, bon, c'est juste pour avoir le jeu en démat, ça m'intéresse pas. Écoute, même remarque, après je vais pas faire mon déçu parce que c'est vrai que la console vient de sortir, donc c'est rare qu'on sorte une édition collector d'une console qui vient de sortir. Mais oui, c'est un peu feignant, quoi. C'est un peu feignant qu'il n'y ait pas le jeu en physique. Après, pour plein de raisons logistiques, on sait que c'est pas évident. Et aussi, c'est bof que ce soit la console classique et qu'il n'y ait même pas un petit clin d'œil. Tu vois, franchement, il y aurait juste une tête de Pikachu gravée derrière, mais vraiment en mode, tu vois, tout de suite ça change le truc, mais non, ils ont fait le choix de la simplicité et de la facilité, donc voilà, pareil là aussi un peu déconcertant, mais je pense que ce pack là Kira sera le carton de Noël, je pense que ce sera l'énorme succès de Noël, ce pack Switch de Pokémon. Là le combo est trop violent. Ouais, puis il l'annonce en dessous de 499, je crois, donc ça permettrait d'avoir une console à un tarif intéressant. Au final, il y aura en plus des prix, je pense, chez tous les grands distributeurs comme Leclerc, Carrefour, pour avoir des tarifs avantageux. Donc oui, à mon avis, c'est même à mon avis non, ça va se vendre comme des petits pains, quoi. Donc ceci clôture notre seule actualité et la dernière Kira de la saison. On finit du coup sur un Pokémon mi-figue, mi-pastèque comme tu aimes. Surtout pour le premier Pokémon direct de la Switch 2, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus, d'après ce que tu dis en fait, d'un peu plus clinquant, quoi. Là on a l'impression vraiment qu'ils ont écumé les fonds de tiroir. Oui, et tiens, tu me redonnes une toute dernière aparté. Quasiment tout, il disait Switch 1, enfin sorti sur Switch, très peu d'évocation de la Switch 2. Donc pareil, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, vraiment mi-figue, mi-raisin sur cette actualité. Donc je te propose, Kira, de passer sur Bravely Default. Tu as en tête un petit peu le jeu Bravely Default, ça te parle ? Ça me parle, j'ai jamais essayé parce que tu sais que c'est pas vraiment ma cam, mais oui, je vois un petit peu, je connais l'aura du jeu et je vois quand même ce que représente le jeu. Bravely Default, jamais, je te le conseillerais parce qu'on est vraiment sur de l'hommage à Final Fantasy, du tour par tour, donc il faut se dire c'est un JRPG un peu à l'ancienne, un JRPG très dessin chibi, c'est d'ailleurs beaucoup la direction artistique qui fait écho quand on pense au jeu. D'ailleurs ça a amené vers d'autres titres que j'évoquerai, mais il faut pas se fier à l'habillage où l'habit ne fait pas le moine. Ça va être un petit peu le sens de cette chronique. On ne juge pas un livre à sa couverture. On ne juge pas un livre à sa couverture, tout à fait. Ce n'est pas le papier cadeau qui fait le cadeau, où il y a une histoire aussi comme ça. Enfin bref, on va pas tous les faire. Vous connaissez l'adage. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Alors celle-ci, je suis pas certain qu'on soit dans le thème, mais en tout cas vous aurez compris l'esprit. Il faut pas se fier aux apparences, les apparences chibi par exemple de ce jeu-là cachent des tragédies, des génocides chimiques carrément dans le jeu qui sont évoqués, des boss très très coriaces. Donc c'est un jeu sorti le 5 juin 2025 au line-up de la Switch 2. 39,99€ en e-shop que en version démat ou en keycard ou en physique. C'est développé par la team Asano, nous y reviendrons, et édité chez Square Enix, mes chouchous que j'adore. Et c'est une exclusivité Switch 2 au lancement. Et c'est un hommage, c'est un remaster. C'est vraiment un jeu de célébration pour les 10 ans de la sortie du jeu parce qu'il est sorti initialement sur 3DS. Donc comme le disait Asano lui-même dans une interview que je me suis empressé de lire, le remaster est autant une célébration qu'un appel aux curieux. C'est un cadeau aussi pour les fans. Donc c'est tout ça qu'on va décrypter ensemble. Mais avant de la musique, on parlera des musiques. Tu verras Kira, elles sont absolument somptueuses.
né en 2010, en tout cas dans l'esprit des développeurs, comme une suite spirituelle à Final Fantasy The Four Heroes of Light, donc qui était un spin-off, hein, c'est pas un Final Fantasy numéroté, c'est vraiment un spin-off fait sur DS du coup, par Tomoya Asano, qui est producteur du jeu, et il revendique vraiment l'affiliation de ce jeu à Final Fantasy 3, Final Fantasy 4 et ce spin-off de Final Fantasy, surtout pour le système des jobs qu'on parlera après. C'est un élément très fort de Bravely Default et c'est un élément fort de ces Final Fantasy là. Donc déjà tout de suite, hein, c'est pour ça on va pas mal parler de Final Fantasy, donc une des raisons pour lesquelles je t'orienterai pas vers ça, parce que t'es vraiment pas fan de la saga. Et le nom Bravely vient de Kensuke Nakahara, donc qui est le directeur et concepteur du jeu. Donc Bravely, hein, la bravoure, donc il faut traduire l'idée en fait, et j'aime bien quand il le dit, donc je cite entre guillemets, il fallait traduire l'idée du risque stratégique, oser ou se protéger. Donc là aussi il y a cette un peu ambivalence entre prendre des risques et se protéger, donc c'est un élément très fort de Bravely Default, qui justement lui donne une identité un petit peu différente des Final Fantasy que j'ai cités. Et donc parlons rapidement de Tomoya Asano. Est-ce que tu le connais, ce petit monsieur Tomoya d'ailleurs, Tomoya Asano, est-ce que ça te parle, Kira? Ça me parle pas du tout. C'est en gros, c'est un ponte hein, quand même chez Square Enix, mais en effet c'est pas parmi les grands noms des Sakaguchi et autres. Mais malgré tout, il est chez Square Enix depuis 2001, donc même Enix, hein, tu sais, avant que Square, Soft et Enix et fusionne, donc avant même que Square Enix existe, il était là. Il a débuté d'abord sur Grandia, sur Final Fantasy et la saga Full Metal Alchemist aussi, sur laquelle il a travaillé. Ouais. Et il se distingue, ce petit monsieur. Je vais te citer un autre jeu très connu, Octopath Traveler, ça te dit? Oui, ça j'adore ça, Octopath Traveler, pour le coup c'est super joli, c'est au niveau du design, au niveau de l'ambiance, c'est totalement ma came. Eh ben tu connais donc Tomoya Asano, parce que c'est lui le papa d'Octopath Traveler. Et Octopath Traveler, que tu adores du coup, est un héritier aussi de Bravely Default. Donc tout ça, c'est des suites un peu spirituelles. En fait, il a fait vraiment mûrir son concept de Final Fantasy The Four Heroes of Light à Bravely Default à Octopath Traveler, où moi je considère Octopath Traveler comme un chef-d'œuvre. Bravely Default est un très grand jeu. Tu vois, pour moi la version vraiment ultime de son concept, c'est plutôt Octopath Traveler, qui est un jeu de ouf. Et je suis content que toi aussi tu l'apprécies. Et du coup, chez Square Enix, on parle de la team Asano, parce que le gars, tellement il est réputé et fort, si tu veux, il a eu carrément son département à lui, c'est la Creative Business Unit 2, qui a été créée en 2019 rien que pour lui, avec Triangle Strategy, et aussi qui ira avec des remakes des Dragon Quest. C'est la team Asano qui s'en occupe. Après, les Dragon Quest ressemblent un petit peu à Octopath Traveler, justement, dans cette espèce de 2,5D, tu vois, que je trouve super joli de base. Alors, je les trouve quand même malgré tout moins jolis qu'Octopath Traveler. Après, c'est aussi une question de rendu des couleurs, je pense. Mais on retrouve un peu ce délire. Et en tout cas, tu vois, on arrive quand même à faire le lien un petit peu entre tous ces jeux. Et la beauté d'Octopath Traveler, qui est un truc assez dingue, c'est grâce à la team Asano. C'est parce que c'est parti aussi de Bravely Default, avec ces dioramas, tu sais, ces paysages magnifiques, un petit peu figés, très pastel et tout, qui étaient un petit peu les prémices finalement de la 2D HD qu'on appelle aujourd'hui, de ce néo-rétro en termes de JRPG. Voilà, tout ça, si tu veux, Bravely Default, le Final Fantasy que j'ai cité avant, le spin-off, c'est un peu les fondations de la 2D HD qu'on connaît aujourd'hui avec Octopath Traveler ou les Dragon Quest. Donc tu vois, finalement on a réussi à faire des parallèles que tu maîtrises quand même avec Octopath Traveler et tout, tu vois, c'est quand même intéressant. Oui, c'est vrai, il y a quand même quelques... Je ne suis pas qu'un noob. Non, au contraire, t'avais peut-être pas les bases parce que tu connaissais moins Bravely Default et le reste, mais en tout cas t'avais sa cerise sur le gâteau, une des plus belles œuvres, tu la connais et tu l'aimes. Donc pour en revenir sur une petite citation enfin d'Asano qui disait « Bravely Default est centré sur les cristaux, les changements de métier, les dirigeables et bien plus encore inspiré des Final Fantasy 3 et 5 ». Donc on voit vraiment l'affiliation et l'héritage des Final Fantasy. Donc ensuite il y a eu Kensuke Nakahara, donc j'en parle rapidement, on va pas y passer trop de temps alors que le gars est hyper talentueux, hein, mais c'est lui qui a vraiment
conçu et innové, imaginé le système de Brave et de défaut qu'on verra un petit peu après. Il y a eu aussi l'illustrateur incroyable Akihiro Yoshida que j'adore, il fait des trucs de ouf, et les artbooks tu vois de Bravely Default sont absolument somptueux. Enfin, il y a vraiment un chara design hyper chibi, très caractéristique, très joli, tu vois, qui fait vraiment qui fait mignon en fait. Et il y a eu Naofume Matsushita qui lui s'est occupé du remaster, parce qu'on parle bien d'un remaster et je vais pas trop en parler du remaster en soi, mais quand même il faut se dire, on passe d'un jeu 3DS qui gérait la 3D à un écran de Switch 2 qui la gère pas du tout et qui a pas de double écran. Donc tu vois quand même le gars, bon, il y a eu un peu de taf, je pense, pour l'adapter. Il y a eu un peu de taf, surtout que la 3DS, le jeu tirait parti des fonctionnalités de la 3DS qui n'existent plus sur Switch 2, donc il a dû trouver des nouvelles fonctionnalités, donc il se sert du mode souris pour un mini-jeu par exemple, enfin il se sert de quelques fonctionnalités, mais tout ça est assez dispensable. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur le remaster, parce que le jeu finalement il est quand même assez brut, comme à l'époque, c'est un remaster très 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 fidèle. D'accord. Donc je vais justement passer un peu cette partie, voilà. Il y avait le Street Pass qui était pris en charge, il y avait pas mal de choses, la stéréoscopie, on dit comme ça, Kira, Oui, la 3D stéréoscopique, ouais. Ouais, la 3D stéréoscopique, ça faisait un peu non médical, j'avais l'impression de vous faire un truc bizarre. Ouais, ça fait un peu un nom de coloscopie, mais ouais, c'est ça. J'avais l'impression un peu de vous faire ça à distance, donc c'est pour ça que j'ai bugué, mais en tout cas, il y avait cet effet de 3D qu'ils ont dû redonner en travaillant les décors, mais sans 3D du coup, puisqu'il n'y a pas de 3D, on n'est pas sur 3DS. Enfin voilà, je vous épargne tout ça parce que c'était des petits chapitres que j'avais écrits, mais voilà, pour pas perdre trop de temps. Les inspirations, malgré tout ça, je suis allé piocher ça aussi, Kira, dans une interview du character designer, et ça me faisait plaisir parce que c'est une licence que t'adores. Donc dans le jeu, il y a le thème du destin, Asano le cite, et il prend comme source d'inspiration, Kira, BioShock. Tu valides ou tu valides pas? Bah, je valide à 100%. Code Geass ou Code Geass. Je valide également à 100%. J'adore cette série. Et Evangelion sur l'ambiguïté des personnages. Donc en gros, si tu veux, je valide également. C'est des inspirations qui font tous les deux écho chez nous. Donc c'est pour ça que j'avais bien aimé cette idée. Donc voilà, en termes de conception, vous l'avez compris, on est sur l'œuvre originale, un JRPG très classique dans lequel il y a une fonctionnalité phare que je vous décrirai sur la partie gameplay, mais on est vraiment sur de l'héritage au Final Fantasy, de l'héritage à toute cette belle époque finalement de Final Fantasy, de Square Enix au tour par tour. D'accord. Sur le pitch, parce que le pitch c'est important. Et pas qu'au goûter. Donc on démarre dans la ville de Luxandark, enfin même l'univers, pardon, le monde de Luxandark qui vacille parce qu'il y a 4 cristaux. Donc là aussi la symbolique des cristaux est très forte chez Final Fantasy. Donc le vent, l'eau, l'air. Le vent, l'eau, le feu et la terre, donc les 4 cristaux élémentaires qui sombrent dans les ténèbres. Donc je m'explique rapidement, le cristal du vent qui arrête de scintiller, c'est un énorme cristal, un cristal mer un peu à la Final Fantasy XVI, mais il faut imaginer qu'il n'y a plus de vent du coup. D'accord. Tu vois le cristal de la mer, de l'eau qui s'éteint, il n'y a plus de courant, donc l'eau devient croupie. Donc voilà ce que ça engendre. Donc notre... Ok, ouais, c'est emmerdant, ouais. c'est quelque peu embêtant, oui. Donc notre héros Tease Harrier, qui est le seul survivant d'un cataclysme de son village, s'allie à Agnès Oblige, qui est son nom, qui est la Vestale du vent, et ils prennent tous les deux comme mission de réactiver les cristaux pour redonner vie à leur monde qui est en train de s'éteindre. Et il y a une petite fée, Eri, toute mignonne là aussi, qui les aide dans leur périple à réalimenter les 4 cristaux. Donc c'est ça la quête qu'ils ont. Donc tu vois, hyper dans du JRPG classico-classique à la Final Fantasy. Et donc, notre périple nous emmène dans divers contrées. Donc, on a le royaume médiéval classique. On a une ville qui ressemble un peu à Venise, très basée sur le paraître. Ils sont un peu européen. Oui, ils sont un peu sous psychotrope en plus. Alors, je sais pas si on peut faire un parallèle, mais ils sont un peu tous toxicos là-bas et tout. On a aussi une dictature un peu scientifique fou du 19e siècle. Enfin, il y a un peu tous les décors qui sont représentés. C'est rigolo. Des dioramas
combats magnifiques, vraiment des décors un peu figés, pastel, très très beaux. Et il y a aussi l'aspect un peu religion, donc l'antichristalisme, où il y a des voix qui s'élèvent contre les cristaux, malgré les bienfaits qu'ils les apportent, et les pro-cristaux qui sont là pour les faire vivre. Donc tu vois, il y a en plus ce côté un peu toujours nuancé. Toujours dans... En fait, il y a deux camps, mais personne n'a vraiment tort, personne n'a vraiment raison. Quoi. Ouais, et ça, je sais que pareil, c'est un élément fort pour toi, et je trouve que ça, c'est assez moderne. Et surtout, ça enlève un côté qu'on peut avoir, et je concède totalement, un peu naïf dans certains JRPG. Et en fait, on l'a pas tellement dans Bravely Default. C'est pour ça que c'est une œuvre, comme je disais, l'habit ne fait pas le moine. C'est que derrière, t'as un ton tout chibi, tout pastel, tout mignon, et derrière, ça parle carrément de génocide. De choses dramatiques. Ouais, ça parle de trucs hyper dramatiques. Hyper vraiment basé sur la morale, tu vois, il y a beaucoup sur la morale, sur la société, jusqu'où on est prêt à aller, sur le sacrifice, sur tout ça. Et ça, c'est assez fou, tu vois. Je pense que c'est vraiment un élément qui a marqué à l'époque. Et en même temps, on a des personnages qui évoluent beaucoup, des héros qui ont leurs failles et leurs faiblesses. Là aussi, on aime bien parce que c'est pas manichéen, on le dit souvent. On a un héros qui, dans une à partir d'un moment, s'efface au profit d'un autre perso qui a rejoint l'aventure un peu plus tard, où elle, on va plutôt suivre les déboires avec son père, tu vois, qui est quelqu'un de très important dans ce monde et elle est plus trop en phase avec lui. Donc, tu vois, ça, à chaque fois, t'as des aspects du scénario qui te sortent un peu de ta zone de confort, qui te réveillent un petit peu, et ça je trouve que ça pimente vraiment beaucoup l'aventure et ça fait partie du charme. Ça donne un petit côté du bonbon en plus, quoi. Ouais, et puis un côté comme on le disait, tu vois, pas naïf. C'est-à-dire qu'on va parler des fois de la fatalité, mais en même temps de notre libre arbitre par rapport à cette fatalité. On va parler de foi et de science. On va parler de la mémoire collective. On va parler d'une quête hyper épique versus une fresque plus familiale, plus resserrée. On va parler du sacrifice. Et donc, encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Il faut vraiment pas se fier aux premières impressions. Je vais décrire avant la conclusion. On finit presque par la partie gameplay. L'aspect plus... on va aller même jusqu'au fondement du jeu, un Bravely Default. Donc le système de tour par tour qui est complètement dépoussiéré. Et encore une fois, on est sur un jeu qui a 10 ans, Kira, donc c'est quand même, tu vois, c'était précurseur à l'époque. Et là, il faut que je l'explique bien, parce que ça va pas être simple. Quand le tour, donc on est vraiment au tour par tour, donc quand tu fais le choix des actions de ton personnage, donc tu as Kira les trucs classiques, attaque, standard, magie, objet ou fuir. Jusque là, on est sur les... Ouais, ça révolutionne pas le gameplay du JRPG. Ça révolutionne pas le gameplay du JRPG. Par contre, tu as la possibilité de stocker des tours ou de les dépenser à l'avance. Je m'explique. Donc si tu fais la fonctionnalité Brave, donc la bravoure, en fait tu vas appuyer sur ta gâchette gauche pour utiliser des points de bravoure, tu peux aller jusqu'à 4, et en fait ça te permet de faire 4 actions tout de suite avec ton personnage. Sauf que pendant 4 tours, il fait plus rien. Donc ça te permet, si tu veux, de stocker des tours à l'avance, enfin ça te permet d'en dépenser à l'avance des tours que tu n'as pas, et inversement, la fonctionnalité défaut, là tu grilles ton tour, mais tu en cumules un tour d'avance. C'est-à-dire que tu fais rien pendant ton tour, mais au tour d'après, tu vas pouvoir utiliser 2 actions. Si tu fais ça 4 fois, tu fais rien pendant 4 tours, mais arrivé au bout du 4e tour, tu peux là balancer la sauce, tu vois. Donc c'est vraiment... Donc il faut vraiment être, faut vraiment être sûr de pas se faire éclater pendant ces 4 tours, quoi. Ouais, en fait, on est vraiment sur... dépenser tout de suite si t'es sûr de finir ton combat d'un coup, ou stocker si t'es sur un combat qui est plus en longueur, tu vois. Et ça pour tes 4 personnages, ce qui fait que là aussi je vais citer Asano parce que je pense que ça résume bien. T'as 4 personnages, 4 actions chacun, et avec le système de bravoure et de défaut, tu peux arriver jusqu'à 16 possibilités par tour. Mais par contre, après ces 16, si tu crames tout, si tu fais tes 16 actions directes, pendant 4 tours, tes 4 personnages ne feront rien et peuvent se faire défoncer. Ouais, donc c'est vraiment... Exactement. Et c'est à l'instant où ils ont imaginé ce système qu'il a su qu'il tenait quelque chose d'assez exceptionnel. Et en effet, les combats sont hyper intéressants parce que tu fais constamment le choix, pas sur les ennemis classiques évidemment, mais sur les boss, tu fais constamment le choix entre dépenser mes points, les économiser, prendre des risques, ne pas prendre de risques. Et ça rajoute une saveur franchement hyper intéressante au combat au tour par tour. Donc ça c'est un premier point, donc tu vois hyper enrichissant en termes de mécanique de gameplay, et en plus à ça il rajoute des classes. Tu as 24 classes
à tes personnages, que tu peux switcher de l'une à l'autre assez facilement entre combats, évidemment pas pendant un combat, mais t'as la classe du vampire, donc qui va drainer la vie de ses ennemis, voilà. T'as le chevalier, un mix entre attaque et défense. Tu as le maître des lames qui lui utilise des katanas et fait beaucoup de dégâts. Qui manie des lames. Tu as le pirate. À ton avis, c'est quoi son arme au pirate? Il a une espèce d'épée recourbée et un flingue. Il a une hache. Il a un mousquet. Il a une hache. Bon, c'est pas un vrai pirate. Ouais. T'as le ninja qui a plutôt des dagues. Enfin voilà, t'en as plein. Je vais pas toutes les citer, mais c'est cool parce que en plus tu as la possibilité de mixer les classes entre elles. C'est-à-dire que tu peux choisir une classe principale et une classe secondaire. Donc là aussi, tu te doutes que t'as des possibilités assez infinies. Donc je vais pas tout décortiquer parce que ce serait chiant à écouter. Mais en tout cas, il y a ce système de braves et de défauts. Il y a les jobs qui... Enfin voilà, on a tous une expérience, je pense, très différente des combats. Et ça, c'est hyper intéressant. Surtout que Kira, l'habit ne fait pas le moine. Le jeu n'est pas facile du tout. Le jeu, je le trouve très dur. Alors pourtant, tu vois, c'est moi qui suis rompu au jeu. Il est aussi dur sur DS ou il est... Il est pareil. Ou c'est vraiment la version Switch qui a comment dire, entre guillemets, durci, enfin augmenté la difficulté du jeu, le fait de ne pas avoir de double écran? Non, c'était pareil à l'époque. C'est un jeu qui est exigeant. Alors, attention, il n'est pas infaisable, hein, vous casserez pas les dents dessus. Le jeu est pas infaisable, mais il est exigeant. Donc il est comme à l'époque. Par contre, tu gagnes en qualité de vie. Donc t'as des fonctionnalités où tu peux accélérer les combats. T'as des fonctionnalités où tu peux augmenter le taux d'apparition des ennemis ou les baisser pour les combats aléatoires. Donc tu vois, ils ont rajouté vraiment des fonctionnalités de qualité de vie, mais ils n'ont pas changé la courbe de difficulté. Et le jeu n'est pas infaisable, mais encore une fois, il faut vraiment tirer parti de toutes les fonctionnalités du jeu pour y parvenir. Voilà, encore une fois, on se fie pas au livre, à la couverture d'un livre, évidemment, mais sachez qu'il est exigeant. Si vous aimez les JRPG de l'époque, vous allez franchement vous régaler. Si vous êtes moins dans ce style-là, ne passez malgré tout pas à côté de Bravely Default, mais il y a un mode facile et je pense qu'il faut vraiment avoir aucun ego. Si c'est trop dur, passez dessus et ça va vous rendre la vie plus facile. J'ai déjà fait des runs, parce que j'ai fini plusieurs fois ce jeu, j'ai déjà fait des runs en facile, juste pour savourer les musiques, savourer le scénario, savourer le système de jeu et voilà, sans trop galérer. Donc il y a aucune honte et je pense qu'il faut mieux passer là-dessus, tu vois, plutôt que de vraiment galérer et se rendre la vie trop difficile. Oui, non, c'est vrai, ça permet de continuer le jeu et de le terminer au moins et puis d'apprécier l'histoire. Oui, et en plus ça dévalue pas, si tu veux, le système de gameplay. Tu peux quand même te faire des bons combos entre classes, tu peux quand même profiter du jeu vraiment sans pour autant que ce soit trop simple. Donc c'est bien équilibré le mode facile. Donc oui, c'est très rare que je le dise, mais là vous pouvez en bénéficier parce que ce serait dommage de passer à côté de Bravely Default pour cette raison. Et avant ma conclusion, je veux parler de la musique, évidemment, parce que c'est une magnifique BO et je pense qu'il y a une très grosse communauté, hein, beaucoup de fans de Bravely Default et je pense que la musique n'y est pas pour rien. Donc c'est Revo, Sound Horizon qui est dessus. Donc c'est ouais, franchement c'est génial, une musique un peu diégétique en plus, selon certaines attaques la musique change et tout, les thèmes sont très entraînants, très jolis, enfin moi je la trouve vraiment à tomber et là aussi de toute façon c'est un marqueur fort, hein, des JRPG à l'ancienne, hein, d'avoir des très belles BO. Ça, je pense que c'est assez unanime. Oui, voilà. C'est ce qui me marque moi à chaque fois en tout cas. Oui, voilà, ça fait partie vraiment de l'ADN du truc. Et, donc voilà, un très grand jeu. Donc en conclusion, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster rappelle qu'il ne faut en aucun cas se fier aux apparences. Sous ces airs mignons se cache un jeu assez retors. Sous ces traits enfantins se cachent des très belle thématique forte, adulte, et sous ces aspects de JRPG, on a malgré tout un système de jeu dépoussiéré, encore très moderne, donc il est ultra rafraîchissant même aujourd'hui. C'est un jeu hommage, hein, comme on le disait, du jeu sorti il y a 10 ans, mais c'est un jeu ultra respectueux, c'est un beau remaster, c'est un très grand jeu, et que je trouve en plus à taille humaine, hein, c'est pas un énorme jeu, il est assez dirigiste, voilà, on n'est pas perdu, les donjons sont assez simples, simples à appréhender, je veux dire. C'est peut-être lié au côté old school du coup. Ouais, c'est lié au côté old school et les capacités de la console aussi. À l'époque on avait des trucs un peu plus resserrés sur la 3DS et tout, que sur PlayStation ou autre par exemple, et aussi il y a un élément que je dis qu'à la conclusion, parce que je ne peux pas le dévoiler, mais il y a
un twist très très fort dans le jeu. C'est ça aussi qui a marqué beaucoup de joueurs. Donc sachez-le, le jeu va vous surprendre. Il n'est pas, il est bourré de surprises ce jeu, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime autant. Donc voilà, une œuvre qui moi m'a beaucoup marqué, qui m'a encore remarqué en le refaisant sur Switch 2, et qui en plus a amené vers un jeu chef-d'œuvre, donc Octopath Traveler, que j'aime beaucoup. Donc je vous conseille fortement Bravely Default. C'est une petite pépite. C'est une belle pépite qui est sortie que sur Switch 2, du coup il n'est pas sorti sur Switch normal, si ? Le remaster, tout à fait, est sorti que sur Switch 2. Pour l'instant, il est exclusif à la console. C'est peut-être l'occasion pour les fans de JRPG, justement, de se laisser tenter. Oui, parce qu'il n'y a pas 50 000 jeux sur Switch 2, donc là c'est un jeu vraiment avec des petites fonctionnalités, on peut utiliser la souris et tout dans certains cas, donc voilà, faites-vous plaisir. Et donc nous allons passer sur une autre chronique tout autre, donc déjà du cinéma, donc Superman. Donc je crois comprendre que tu n'as pas aimé du tout, Kira, et moi j'ai adoré. Donc ça va être intéressant de voir nos avis sur ce film, qui pour moi est une belle réussite. Mais avant tout, peut-être ta musique avant, après, tu nous diras, Kira, mais je te laisse la parole. Je vais me moucher 10 fois, éternuer 5 fois, mais au moins je n'aurais pas à le faire en parlant. Je t'écoute, Kira, on t'écoute. Exactement, donc je vous ai sélectionné une petite musique en adéquation avec le film, donc je te l'ai envoyé d'ailleurs, tu vas voir, ça ira parfaitement avec la thématique de cette chronique. Donc je vais parler de Superman de 2025. Je m'en doutais, donc je te l'ai réenvoyé tout à l'heure. Ok, t'as bien fait. Superman, alors QV 2025, donc je vais l'appeler Superman tout court, ce sera plus simple. On va parler ici surtout du projet de ce nouvel univers étendu, donc chapeauté par James Gunn, qui s'attaque ici à l'icône suprême de DC Comics, Superman. Après avoir lancé les Gardiens de la Galaxie chez Marvel et injecté une petite dose de chaos dans l'excellence The Suicide Squad, Gunn devient le chef d'orchestre du nouveau DC Universe, le DCU comme on l'appelle. Un univers connecté, censé faire table rase du passé, et quoi de mieux pour poser la première pierre que Superman, cette figure fondatrice du super-héros. Et pour ce plan très ambitieux, est-ce que Superman est la bonne, la bonne porte d'entrée ? Donc ça reste à voir. C'est une excellente question. Ce film est donc le point de départ du chapitre God and Monster et la promesse d'un DCU plus cohérent, plus audacieux et surtout plus lumineux. Plutôt que de rejouer la chute de Krypton et l'arrivée de bébé Kal-El sur Terre, Gunn choisit de plonger directement dans un monde où Superman existe déjà depuis 3 ans. Clark Kent est un héros établi, mais ses interventions dans les conflits internationaux commencent à susciter la méfiance et lui ont valu sa première défaite, qu'il enchaînera pendant 2 bonnes heures, ça faut pas se leurrer si on a vu les bandes annonces. Lex Luthor profite de cette vulnérabilité pour orchestrer sa chute, pendant que l'Amérique se questionne sur cette figure héroïque. Est-ce que c'est la première fois qu'un super-héros commence, une saga de films de super-héros commence au bout de 3 ans d'existence du héros, ou c'est assez inédit de la part de James Gunn? Alors non, c'est pas du tout inédit, parce que Batman, par exemple, de 89, le Batman était déjà bien établi depuis plusieurs années, facile au moins 2 ans. Donc c'est commencer un film avec un super-héros déjà donc les origin stories sont arrivées vraiment à l'arrivée de Spider-Man de Sam Raimi, là où ils ont commencé vraiment à les présenter. Mais au final, quand tu regardais les films de super-héros d'avant, Blade par exemple, ou alors même si on va sur des films de super-héros comme ou les X-Men par exemple, les X-Men sont déjà bien établis en fait dans cet univers et agissent déjà en fait pour le peuple ou pour leurs idéaux. Donc c'est en aucun cas quelque chose de nouveau. En revanche, pour Superman, oui, c'est quelque chose de nouveau, hormis Superman Returns, qui lui était une suite tardive avec un autre casting du Superman 1 et Superman 2 de Richard Donner, pour le 2 le Donner's Cut en tout cas. Visuellement, Gunn opère un virage à 180 degrés par rapport au Snyderverse et c'est très pertinent. Fini les teintes désaturées et le ton grave, ici les couleurs explosent, les costumes flash et l'humour s'invite souvent avec un certain cynisme, je dois l'avouer. L'inspiration du Silver Age, donc le Silver Age en fait c'est la période qui correspond à 1956 et 1970 des BD DC Comics est palpable, donc on va retrouver Crypto, le super chien, des méta-humains fun et bigarrés, des monstres géants et une forteresse de solitude, d'îles des plus belles planches de comics. Gunn assume le kitsch et le transforme en force, tout en injectant son style à 1000%.
Au niveau du casting, on retrouve David Corenswet, donc qui incarne un Superman très ressemblant physiquement avec cette version plus classique du personnage. Son physique transmet bien le côté naïf du perso. En revanche, Clark est bien trop peu présent pour juger de cette facette. Et est-ce que il a fait quoi d'autre, ce petit monsieur? Je le connaissais pas du tout. Il a fait des films de merde. Il a joué dans Twister, le dernier. Ça, c'est un sacré film de merde. Oui. Et je crois qu'il avait fait, il a fait pas mal de séries télé. Enfin, c'est un acteur qui est pas connu. Tous les acteurs ont touché, je crois, $250 000 pour de cachet pour le film, ce qui est très peu pour un film comme ça. À côté de James Gunn qui a touché 12 millions, tu vois. Donc ça permet de voir un petit peu il est parti sur des nouvelles têtes. Mais ça, c'est une bonne idée au final. Ouais, j'aime bien cette idée. Dans le sens où partir sur des personnages inconnus. Tu vois, Henry Cavill, quand il a été choisi pour Superman, c'était pas un acteur connu, il avait fait des séries télé et des petits films de seconde zone, mais c'est l'avantage, ça évite que le passif de l'acteur vienne interférer avec le propos du personnage. Petit exemple vraiment ultra rapide, les 4 Fantastiques, voir la tête de Pedro Pascal, moi en fait j'en peux plus quoi. Enfin, tu vois, c'est... Surtout quand il a la même moustache dans tous ses films, il y a un moment, t'es acteur mec, tu te changes. Alors que c'est certainement ce qui fera le succès du film, parce que c'est un acteur hyper coté et tout ça, mais moi c'est vrai que... en ce moment il est bankable. À un moment, ça leur colle trop à la peau, je crois. Et là, d'avoir des visages en tout cas qu'on connaissait pas, c'est vrai que ça va un petit côté un peu rafraîchissant. Et en vrai, moi c'est ce que je recherche quand on lance un univers étendu. Tu vois, par exemple, si demain on m'annonce que Batman c'est un gros acteur de fou, tu vois, ça va m'embêter parce qu'encore une fois, j'aurai le passif de cet acteur. Je préfère découvrir. Comme le Batman de l'autre là, Pattinson, qui était ultra connu. Exactement, c'est pour ça que moi je sais que j'avais du mal avec ce personnage parce que j'avais tout le passif de Pattinson. C'est un très bon acteur, je dis pas le contraire, mais il vient avec ses bagages forcément. Rachel Brosnahan qui joue Lois Lane, donc elle apporte une belle énergie et une bonne répartie. Elle est très proche de la version de Margot Kidder dans le Superman de Richard Donner. C'est vraiment pour moi la révélation du film, avec Nicolas Hoult que je connaissais déjà dans la saga X-Men entre autres ou dans Mad Max, qui livre un Lex Luthor théâtral, cabotin et complètement mégalomane, qui rappelle les grandes heures du vilain. C'est pour moi la meilleure incarnation du personnage, film et série confondus. Quant au cast secondaire, il conserve l'essence des personnages des comics. Ce casting fonctionne très bien à l'écran. Certains sont un peu caricaturaux, mais bon, c'est normal aussi, il faut caractériser les personnages quand ils n'ont pas énormément de temps d'écran. Alors, dans le film... Le film est axé autour d'un conflit, donc c'est le conflit entre la Boravia et le Jarampur, qui agit comme un miroir fictionnel du drame israélo-palestinien, sans jamais le nommer explicitement. Superman est doté d'une puissance quasi divine, se retrouve confondu à un dilemme moral, intervenir pour sauver des civils innocents ou respecter la souveraineté des nations. Ce choix est traité assez frontalement avec un antagoniste détestable et caricatural, mais soulève une question essentielle, une question que je me suis d'ailleurs toujours posée. Si j'étais un super-héros, est-ce que je le ferais? C'est que ferait un super-héros dans un conflit où chaque action peut être interprétée par une prise de position politique? Surtout qu'il a son libre arbitre dans le film, donc il prend ses décisions pas sous drapeau américain, mais de par sa volonté, sa puissance, et c'est vrai que ça pose des questions fondamentales hyper intéressantes. Après, moi, j'ai pas vu de parallèle, j'ai pas ressenti ça en tout cas sur le parallèle avec des conflits actuels. Le drapeau du Jarampur, c'est une étoile jaune. Ouais, moi je te dis, ça m'a vraiment, j'y ai pas pensé du tout, parce qu'en plus c'est complètement débunké. Moi, évidemment on peut pas spoiler, mais c'est complètement débunké à la fin du film, donc ça j'y ai pas du tout pensé, mais en tout cas le message que ça apporte, tu as totalement raison, c'est une question je trouve ultra légitime, et pas que Superman c'est un bon candidat pour ça parce qu'il a l'omnipotence, en fait il est ultra puissant, mais c'est vrai que pourquoi les super-héros devraient utiliser leur puissance pour contraindre des nations qui n'ont pas cette même réponse? Et en effet c'est une question, tu as raison, qui est intéressante à poser. Exactement. Est-ce que demain, si tu avais des super-pouvoirs, tu irais en Birmanie pour chasser l'armée birmane et sauver tous les civils? Et si j'y vais, au nom de quoi? Tu vois, au nom de qui? C'est ça. Et... Au nom de quoi? C'est ton super-héros, il vient de France, donc c'est forcément la France, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un thème pertinent, trop peu exploité à mon sens, carrément. Mais pertinent, car Gunn, faut dire ce qui est, se mouille pas trop là-dessus. On a un Superman qui agit par impulsivité, instinct de protection et non par idéologie, donc il sauve des vies, empêche des massacres, mais se heurte à la défiance des gouvernements. Ce traitement me rappelle en fait que même si un héros animé par la paix peut être perçu comme un oppresseur selon le prisme géopolitique. Au-delà du pur divertissement, le film invite malgré tout à réfléchir. Le vrai courage n'est pas de choisir un camp, mais de défendre l'humanité là où elle est menacée.
quitte à en payer le prix au final. Donc ça, c'est un très beau message et une réflexion pertinente que je ne peux que valider et que acquiescer. C'est le genre de questionnement et de thématique que je veux voir dans un film Superman. Donc tu vois, c'est exactement ce que tu disais tout de suite. Mais ce film serait assurément la meilleure itération du personnage si seulement la représentation de Superman n'était pas à côté de la plaque. On parle quand même du super-héros le plus puissant de l'univers DC, censé incarner la justice, l'idéal humain, une personne élevée avec des valeurs pures et nobles par ses parents adoptifs, ce qui donne une certaine naïveté, je le conçois, un côté un petit peu suranné, mais or ici dans ce film c'est super court. Je me retrouve face à un personnage prétentieux, impulsif, boudeur, oui, Superman boude, parce que les gens ne l'aiment pas. Il ne se gêne pas pour kidnapper un mec et le torturer, alors certes, c'est une immonde ordure ce mec, je suis d'accord, mais ça c'est pas Superman. Il se moque d'un mec qui se pisse dessus en plein vol, et explose de rage dès qu'on l'appelle super merde. Dans une scène d'ailleurs effroyable, censée caractériser le personnage au bout de 10 minutes de film, moi j'ai grandi avec l'image d'un Superman vertueux, un peu suranné et naïf comme je disais tout à l'heure, mais qui mettait toujours l'humain et la bienveillance en priorité, même face aux pires ordures. Un phare moral dans un monde chaotique. Mais là, je ne vois qu'un super-héros lambda, comme ce que Marvel nous abreuve depuis Endgame en fait. Un de plus. Déjà, il réagit comme un ado et surtout, il n'a pas cette aura inspirante qui me faisait rêver gamin et qui m'inspire toujours aujourd'hui à être encore une meilleure personne, tu vois. Pas un idéal à atteindre, c'est juste un type surpuissant, bien trop nerveux et prétentieux, soit les pires défauts de l'humanité, son ego. Alors certes, oui, c'est original, et je comprends que Gunn ait voulu renouveler le mythe, mais à mes yeux, il a trahi l'essence même du personnage. C'est très intéressant comme vision. Je trouve ça vraiment hyper pertinent ce que tu dis. J'ai pas eu ce niveau de lecture là. En fait, moi, j'aurais même fait ma chronique, tu vois, l'histoire d'un mec bien. Donc vraiment tout, tu vois, le paradigme complètement inversé, parce que mais tout ce que tu as dit est juste en termes de spontanéité. C'est quelqu'un qui calcule pas, qui vit les choses. Et en fait, c'est cette version-là de Superman que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a enfin, moi je suis moins un puriste que toi, donc c'est vrai que t'as ton regard puriste, t'as ton regard de l'enfance, toute la nostalgie qui est autour du personnage, donc c'est pour ça que c'est ultra légitime ce que tu dis. Moi j'ai pas ce background, et en fait j'ai vu un super-héros qui pour une fois était ultra humain. Alors peut-être que ça colle pas avec Superman, et ça moi je suis... Et ça colle pas du tout avec Superman. Ça colle pas du tout avec ta version, enfin ta vision en effet, mais moi je trouve que sa vision d'auteur... Avec ta vision des 80 ans de comics de Superman. Ouais, voilà, exactement. En fait. Et bah non mais c'est pour ça, encore une fois, ça s'entend complètement, et c'est ça que j'aime dans sa démarche artistique à James Gunn, c'est qu'il nous a livré un personnage que moi j'ai trouvé fondamentalement humain. Et en fait, ça rejoint totalement ce que tu disais avant, et c'est pour ça que je trouve que l'analyse est intéressante. C'est que si on avait des super pouvoirs, comment on a géré pour tel ou tel conflit? En fait, on a géré peut-être pas de la même façon, mais toujours avec spontanéité, avec émotion. Il est drivé tout le temps beaucoup par ses émotions, par sa fragilité d'être humain, mais parce qu'il a été élevé par des êtres humains. En fait, tout se répond, donc c'est complètement, encore une fois, en termes d'analyse, je te rejoins. En termes de vécu, bah ça c'est enfin voilà, tout le monde a sa sensibilité, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que j'ai particulièrement adoré, c'est que j'ai vu un super-héros qui pense avec son cœur, qui est humain, qui est humaniste même, qui pense avec son ego. Pas du tout. Enfin, il a fait preuve de face à Loïs. Il a été vexé. Pourquoi? Il a été vexé, et en plus cette phase de 12 minutes, enfin cette scène ultra intéressante, c'est qu'il livre une vision qui est différente, mais qui pour moi est, enfin voilà, on a deux avis, donc c'est ultra riche d'avoir des avis différents, mais on a une personne qui veut faire bien, qui fait les choses maladroitement, mais qui les fait avec amour, avec bienveillance, avec humanité. Et ça, je trouve que c'est, tu vois, la scène de l'écureuil, c'est une scène, ouais, elle m'a touché profondément. Quand il combat le kaiju, il se dit, oh, faut que je fasse attention, faut pas que je blesse telle ou telle personne. Mais c'est les rares cas où Superman est Superman, en fait. Et ben, en fait, moi, tu vois, ce côté ultra humaniste, mais après, moi, c'est ça qui m'a fait vibrer, et j'ai eu un Superman qui ressent de l'émotion. Et moi, c'est, en tout cas, avis personnel, subjectif comme le tien, nos avis sont subjectifs. Totalement. Mais c'est ça, si tu veux, qui m'a fait vibrer. Et je me suis dit, c'est en fait le super-héros que j'ai toujours voulu voir, tu vois, le mec bien, avec des super-pouvoirs, qui a ses fragilités, qui fait des erreurs. Donc oui,
Eh ben regarde Superman 1 de 1978. Et ben ça m'a donné envie. Tu auras ce Superman. Tu regardes Superman et Lois, tu auras ce Superman. Mais ça m'a donné envie. Donc tu vois, c'est que finalement il a fait son job avec moi. Ça m'a donné envie de creuser un peu plus. Mais c'est quand je vois ce Superman agir comme ça, je ne peux pas m'empêcher de flipper pour Batman. Car même si le héros le plus vertueux du DCU déraille, qu'est-ce qu'on va avoir avec un justicier déjà borderline ? Il va faire quoi ? Il va torturer des gosses ? Ce qui manque cruellement dans ce Superman, c'est de l'iconisation de personnages. Après, avec James Gunn, c'est pas étonnant. Il a jamais su iconiser ses persos. On parle d'un super-héros avec un grand S, une figure presque mythologique qui dépasse le simple cadre du super-héros. Ici, il ne semble jamais plus grand que nature. Il n'a pas de moment suspendu, pas de scène qui grave son image dans la mémoire, hormis un plan furtif en contre-plongée avec le soleil au-dessus de lui en fin de film. Sa première apparition, c'est Osef++, quoi. À aucun moment, j'ai ressenti la puissance ou la noblesse qui devrait l'entourer. Il agit, parce qu'il l'a acquis au travers du film. C'est ça le message. Il l'a acquis au travers du film. Il agit, il parle, il combat avec une force impressionnante. Donc toi, c'est ce que tu dis. Donc certes, mais par moments c'est joli, mais ça ne rayonne jamais, et même à la fin du film ça ne rayonne pas en fait. Et dans un film qui est censé relancer DC, pour moi c'est un vrai raté. On ne bâtit pas une mythologie sans icône. Superman doit être un symbole autre qu'un gars avec une paire de collants et une cape. Superman, c'est certes une silhouette reconnaissable entre mille, mais c'est avant tout l'incarnation de l'espoir et de l'amour. Et dans cet univers saturé de méta-humains, Superman devrait briller comme une étoile dans le ciel. Mais ici, il ne se démarque jamais vraiment en fait. Il a ni l'aura, ni la prestance, ni les moments de grâce qui le placeraient au-dessus des autres. Il agit comme un super-héros parmi tant d'autres, sans jamais incarner cette exception. Franchement, j'ai trouvé Monsieur Terrifique bien plus marquant. Non seulement dans ses apparitions, mais sa scène d'action est tellement stylée, elle est inventive, elle est rythmée, elle est de loin la plus cool du film. Et ça en dit long sur le déséquilibre du film, quand ton héros censé être central devient secondaire dans l'impact visuel et émotionnel. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Car parmi les rares instants de grâce, la seule scène vraiment que j'ai trouvée, pour moi, c'est la meilleure scène du film, c'est la scène sur le banc des Kent. Donc, elle se détache comme une véritable bulle hors du temps. Dans un moment suspendu, Clark partage un échange profond avec Jonathan, donc son père adoptif. Pas de super pouvoir, pas de menace cosmique ou autre, juste un père et son fils, assis côte à côte. Et dans cette relation père-fils, que le film c'est là que le film trouve un peu d'âme en fait, et offre un souffle d'émotion sincère à cet homme d'acier en fait. Car au-delà de la cape, il y a quoi ? Il y a un garçon élevé par des gens simples, porteurs de valeurs humaines essentielles, et c'est surtout admirablement interprété. Là, j'ai eu les poils. Alors pourquoi ce film est bipolaire ? Pourquoi on me présente un Superman qui a été élevé avec des valeurs aussi nobles, qui est censé être un parangon de vertu, un modèle de vertu en fait, et se retrouver avec un personnage aux antipodes de ce que nous montre cette scène en fait. Et pour moi, c'est le plus gros défaut du film. Ce film est schizophrène. Et du coup, c'est encore une fois là, un axe d'analyse hyper intéressant. Après moi, j'ai pas ton émotion pour en parler évidemment, mais en fait, la noblesse, et encore une fois, c'est le message que transmet le film, sans spoiler évidemment, rassurez-vous, on ne spoile pas, mais la noblesse, en effet, il l'acquiert à la fin, plutôt à la fin, donc tout ce que tu dis là, encore une fois, je suis d'accord. Donc on peut avoir le même niveau d'analyse tout en appréciant le film de façon différente, parce qu'on a encore une fois des regards qui sont différents, et en fait, la noblesse, il l'acquiert à la fin du film, parce que scène avec le banc, parce qu'on va pas spoiler, mais parce qu'il a une révélation sur en effet ses origines, il a une révélation sur en effet qui il est vraiment. En fait, ce qui est bien, nos avis se valent, je pense, puisqu'on est sur des avis subjectifs, mais ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on a le parcours, le personnage devient Superman à la fin du film, donc tu as raison, au début ce n'est pas Superman, et ça peut choquer, ça peut gêner, et vous serez dans la même peau que Kira très certainement, mais la noblesse il l'acquiert, à mon sens là aussi évidemment ça n'engage que moi, il la gagne parce qu'il a compris, et il a compris des choses qui sont essentielles, et en effet ces messages là moi aussi m'ont hérissé les poils, et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était un tour de force assez incroyable, c'est que Superman est devenu Superman durant le film à la fin, et c'était un pari audacieux qui ne peut pas plaire à tout le monde, preuve, tu es pas du tout satisfait du film, je suis entièrement conquis. Et c'est ça peut-être
qui fait que je trouve que c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu ces 10 dernières années. C'est parce qu'il joue sur cette ambivalence-là et sur ce côté humaniste. Mais Kira, ton avis, il est tout à fait respectable et voilà, on le comprend. Enfin, moi, je le comprends tout à fait, même si j'ai pas le même niveau de lecture que toi, évidemment. Superman n'est pas un mauvais film, mais à aucun moment je n'ai senti de réelle différence avec les prods super-héroïques qui pullulent depuis des années. Il propose des thématiques profondes et une esthétique comics pleinement assumée, donc il y a une vraie volonté de raconter quelque chose, mais ce n'est pas un bon Superman. Le personnage principal est complètement à côté de la plaque. Si dans 5 ans tu me dis que c'est l'origin story de Homelander de The Boys, moi j'y crois, il n'y a pas de problème. James Gunn a un vrai talent pour mettre en lumière des losers magnifiques, des héros cabossés et loufoques. Mais Superman, même dans ses versions les plus sombres ou dans les plus obscures de fanzines ricains ou que sais-je, n'a jamais été un loser en fait. C'est une figure d'autorité, un symbole, une boussole morale. Et là, on se retrouve avec un Superman vidé de toute substance, malgré de rares éclats. Et ne me dites pas que c'est parce qu'il est jeune et qu'il débute. L'excuse n'est pas valide. J'ai lu énormément de comics comme Secret Origin, qui est pour moi une des meilleures origin stories de Superman, et le traitement était franchement meilleur en fait. Pour un what if, je dis pas, il y a pas de débat là-dessus quoi. Mais pour moi, ce n'est pas Superman. Et ce Superman QV 2025, bah du coup, c'est un gros nom. Donc what if, hein, pour ceux qui savent pas, c'est et si. Donc il y a un excellent what if de Superman que j'adore quand il est tombé en URSS, Red Son, qui est incroyable. Ouais, c'est un de mes préférés aussi. D'ailleurs, il y a un animé qui est très bien, Red Son. Ouais, c'est vraiment trop cool. Donc bah merci Kira pour cet avis hyper intéressant. Enfin moi j'ai trouvé ça ultra constructif. Donc moi j'ai eu évidemment un regard très différent parce que j'aime le côté ultra lumineux, ultra positif, ultra humaniste du film. Rien que le fait qu'ils aient enfin arrêté la grisaille, ça fait du bien parce que Superman, moi dans mon imaginaire, c'est le dessin animé de mon enfance, hein, désolé, et c'était ultra lumineux. Et j'aime ce côté, comme j'ai dit, Superman ultra humain, qui agit sous le coup de l'émotion, c'est vrai, mais qui voilà travaille aussi avec ses fragilités et c'est pas toujours glorieux. Tu as totalement raison. Moi j'aime James Gunn pour son amour pour les animaux et on le ressent vraiment parce que moi c'est un thème évidemment qui me touche beaucoup et on le ressent dans ce film. Et enfin moi je trouve aussi qu'en dernière qualité c'est que c'est le premier film où les monstres qui attaquent le sont de façon organique, diégétique, où on a vraiment la scène où enfin, j'ai trouvé tellement forte cette scène où t'as Superman qui parle avec Lois justement dans une phase de remise en question. Derrière, t'as une Habib qui est là en fait et on voit un super-héros qui justement est dans un monde qui est envahi par les monstres. Enfin, je trouve ça hyper cohérent. Moi, j'ai beaucoup aimé cette proposition. Alors, cette scène est belle, mais Superman qui n'agit pas alors que des personnes sont en danger, même s'il y a d'autres héros qui agissent, bah non, en fait, c'est pas Superman. En fait, il explique. Superman, il sauve un écureuil. Pourquoi il laisserait possiblement des écureuils, des humains, enfin des personnes comme ça en danger? Même un Superman au fond du trou, dépressif, alcoolique, comme dans Kingdom Come, ne se permettrait pas. Parce que c'est une Habib qui est sans danger, il l'explique et il l'a envoyé juste chez eux, donc il n'y avait aucun risque pour les gens, et il le dit lors de la scène de discussion avec Lois. Mais bon, finalement, ça a peu d'importance cet exemple, mais tout ça pour dire, au moins on vous livre deux visions, et la tienne beaucoup plus détaillée que la mienne, donc c'était hyper enrichissant de comment on peut voir un film différemment, et finalement c'est ça qu'on aime à la taverne, c'est voilà, avoir des idées et des ressentis différents, et tous les avis se valent, et vous êtes, je pense, des milliers à nous écouter, et qui vous aurez tous un avis différent sur ce film, et un film clivant, bah moi j'aime bien, je trouve ça cool, donc merci, un grand merci Kira pour ta chronique très complète, et en plus on n'est pas non plus dans des délires d'avoir dépassé trop, tu vois, environ un peu de gras, on sera dans notre heure, ça va, franchement ça va. Je veux juste faire un petit aparté sur internet, sur les réseaux sociaux, on m'a beaucoup dit ouais mais c'est parce que t'aimes Man of Steel. Enfin ouais, Man of Steel, je lui ai mis 5 sur 10, hein. Je lui trouve aussi énormément, j'ai énormément de griefs sur Man of Steel, sur la gestion de son Superman également, sur la gestion de Pat Kent, sur pas mal de choses, sur tout le combat final, on l'a vu ensemble au cinéma, on en avait parlé. De toute façon ça n'a rien à voir, enfin c'est deux œuvres différentes. Sur tout le combat final et tout, et je comprends pas cette mode en ce moment, c'est si t'aimes pas, t'aimes Man of Steel, si t'aimes Man of Steel, t'aimes pas celui-ci, enfin je veux dire non en fait, je veux dire moi j'ai été élevé avec des vieux Superman, donc encore une fois les Superman de Donner, avec Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, c'est cucu de ouf, j'ai regardé Smallville quand j'étais gamin et tout, donc j'ai été élevé avec des Superman très différents, donc moi je suis pas contre une nouvelle incarnation, et c'est pas parce que j'apprécie comment dire telle ou telle version que forcément je vais détester celle-ci, donc il y a une espèce de guéguerre pro Snyder, pro Gunn
Gunn, pour moi, enfin je suis désolé, je mets les deux dans le même panier en fait, même s'il y a des choses que j'apprécie davantage en iconisation chez Snyder, parce qu'il a une manière d'iconiser que n'a pas Gunn, c'est clair, mais Gunn a aussi ses avantages pour traiter certaines choses, dont certains passages humoristiques. J'en ai pas parlé, mais on a un Green Lantern qui est très drôle, on va retrouver Métamorpho qui m'a beaucoup touché, enfin, il y a des choses qui sont très bien également, donc c'est pour ça, faut arrêter cette guéguerre là, comme ça, je trouve ça plus puéril qu'autre chose. Je pense que là, tu te laisses embarquer par les réseaux sociaux, malheureusement pauvres, où tout est fait pour polariser les gens, créer deux camps, parce que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pour Tu sais, je l'ai vu en direct au boulot, hein. 2 personnes s'embrouillaient pour ce film, mais vraiment, hein. Et c'est l'argument qui ressortait à chaque fois, donc moi ça m'a fait beaucoup rire, je t'avoue, mais je l'ai entendu en direct live quand même. C'est vrai que c'est pas un bon argument, enfin moi j'aime autant Man of Steel que... Enfin, après, est-ce que j'ai une préférence, je sais pas, mais en fait, en plus c'est ça, encore une fois, c'est un des tours de force que j'expliquais, c'est qu'en fait à quoi bon les comparer? Ce sont des films diamétralement opposés qui jouent sur des choses totalement différentes. L'iconisation, l'humanisme, enfin c'est vraiment des grands écarts. Donc je pense qu'on peut tout à fait aimer les deux ou détester les deux à la fois. Enfin, il y a pas ce qu'il fallait faire. Il y a pas de lien. Mais oui, quitte à rebooter un univers et virer Henry Cavill, quitte à prendre un nouveau personnage, autant s'éloigner drastiquement pour éviter que Henry Cavill vienne avec les bagages de son Superman en fait. Donc ça, encore une fois, ça a été fait salement, on est d'accord, mais c'est cohérent en fait. Donc c'est pour ça, ça mérite de montrer autre chose, qu'on soit d'accord ou non. Mais ça veut pas dire que oui, mais non, t'es pro ci, pro ça, bah non en fait. Puis chacun son ressenti, chacun son idée, chacun son avis. Vous voyez, on peut tout à fait en plus défendre son avis sans pour autant s'écharper, au contraire. Et aussi, on le dit toujours, faites-vous votre propre avis. La salle de cinéma, elle est peut-être pas loin de chez vous. C'est vrai, ça coûte un peu cher le cinéma de nos jours, mais voilà, faites-vous votre propre avis. Nous sommes fait le nôtre et il y a que ça qui compte, mon cher Kira. As-tu des petits big ups pour clôturer cette dernière émission de la saison? Alors du tout, non, j'ai pas de big up en fait, pour la simple et unique raison, c'est que j'ai clôturé mon compte Twitter, donc je n'ai plus de Twitter, donc je sais pas s'il sera clôturé définitivement ou pas, donc pour l'instant, je me suis dit c'est l'occasion, et j'avoue, même si je l'ai pas mal assaini, ma tier list me sortait beaucoup de trucs, donc j'ai pas forcément envie d'entendre ou voir, je suis conscient qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde, mais moi je veux parler passion en fait. Et c'est pas ce que j'ai envie de voir sur Twitter quand je veux parler jeux vidéo, cinéma ou autre. Si t'as du temps maintenant, tu veux pas lancer un petit Discord pour parler avec nos auditeurs? Ouais, ça peut se faire. Là, c'est vrai que pour le coup, j'aurais du temps. Est-ce que ce serait pas ça là? On verra. Peut-être que la taverne du gamer ira vers ça, mais peut-être que je t'ai trouvé la solution à tous nos problèmes, puisqu'on manquait de temps pour ça. Peut-être que tu en as. Donc moi, j'ai juste Alex en big up. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit cette semaine qu'il avait platiné la taverne. Donc n'oubliez pas, c'est notre créneau à nous. Platiner la taverne, c'est de nous écouter tous nos épisodes. Vous voyez, c'est de la bienveillance, c'est des avis constructifs, c'est de la bonne entente, et c'est ça qu'on porte comme valeur. Donc partagez notre podcast, écoutez-nous, soutenez-nous, et je te laisse, Kira, le mot de la fin pour cette dernière émission. Merci à tous de nous avoir suivis sur toute cette saison. Donc on vous souhaite de très bonnes vacances si vous avez encore des vacances. On sera malgré tout toujours là cet été, car on a enregistré 2-3 petites choses d'avance, donc ce sera surtout Sid que vous allez entendre cet été en tout cas, et on revient début septembre. Alors j'ai plus la date exacte en fait. Le 4 non, je sais pas. Ouais. Le 4 septembre, oui, je sais plus. On revient début septembre, donc avec bien sûr des chroniques, du hors-sujet, quelques petits changements. En attendant, profitez bien. Si vous voyagez, grand bien, voyagez bien. Profitez-en pour déconnecter, voilà, voyagez bien. Et surtout, faites-vous plaisir, c'est ce qu'il y a de plus important. Et passez de belles vacances si vous êtes en vacances. Prenez soin de vous. Merci Kira pour cette saison. Et on se dit à très vite. À très vite. Ciao.